Bonsoir et bienvenue dans ce 36-9 consacré au Covid. Tôt ou tard, tout le monde va y passer, soit en attrapant le virus, soit en acceptant de se faire vacciner. C'est une illusion d'imaginer pouvoir y échapper. De nombreux pays moins privilégiés voient des malades mourir faute de vaccin. Ici, c'est faute de confiance que la vaccination est en panne. Il faut dire qu'entre les infos sanitaires maladroites et les fausses infos, il y a de quoi s'interroger, et on le fait beaucoup. Nous allons donc aborder un maximum de questions médicales sur la base de vos courriers et de vos témoignages. Pour commencer, l'immunité, les anticorps et la mode des tests sérologiques. Alain Orange et Fabienne Clément. Geneviève Piron et Dominique Loutan ont toutes deux attrapé le Covid au début de la première vague, en mars 2020. À l'époque, elles n'ont eu droit à aucun test PCR, car ils étaient réservés aux cas graves. Elles ont donc payé de leur poche un test sérologique pour confirmer qu'elles avaient bien été infectées par le SARS-CoV-2. J'avais envie de savoir si c'était le Covid ou non, et donc j'ai dit j'aimerais faire une sérologie. Et mon médecin m'a dit absolument pas, ça n'a aucun sens parce que de toute façon la sérologie va pas vous donner les bonnes informations, ça sert à rien. D'ailleurs, c'est pas homologué. Mais moi je me disais plus j'aurai des preuves, plus je saurai où en est l'état de mon corps. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait au moment où c'était justement reconnu par les autorités. 1 an et demi après son Covid, Dominique a rendez-vous pour un 3e test sérologique. Ça va serrer un petit peu. Voilà, ça va? Oui, ça va très bien. Le premier test montrait simplement une positivité, négativité, donc il n'y avait pas de nuance. Le deuxième test m'a montré qu'il y avait une certaine quantité d'anticorps et j'aimerais savoir maintenant, 18 mois après, quelle est la quantité d'anticorps que j'ai encore, savoir si ça diminue très vite ou pas. Et puis ça va aussi un tout petit peu déterminer la suite de mon parcours par rapport à une dose vaccinale. Quelques mois après son premier test, Geneviève s'en est offert un 2e. Le taux d'anticorps y apparaissait 2 fois plus élevé. Je me suis dit ils se sont démultipliés. Moi je me sentais tout à fait immunisée en fait. Sauf que dans le discours on me disait que non. Il n'est pas connu à ce jour si la présence d'IgG confère ou non une protection contre une réinfection. Je me souviens que j'ai eu cette discussion avec mon médecin, j'ai dit mais vous êtes d'accord que d'habitude, quand on a une maladie virale, est-ce que le bon sens ne dit pas que je devrais avoir une certaine immunité? Puis elle a dit, le bon sens le dit oui, mais on n'en sait rien et c'est pas encore admis. Geneviève et Dominique ne sont pas les seuls à se poser des questions sur leur immunité. Les centres de vaccination voient arriver de plus en plus de personnes munies d'un test sérologique incluant un dosage d'anticorps. Mais cette information n'amène rien aux médecins. L'interprétation d'un test sérologique est limitée, si vous voulez. On sait que la personne a été exposée, mais on n'a pas un seuil de protection. On ne sait pas combien il faut d'anticorps pour dire voilà, vous êtes protégé combien de temps. Pour l'instant, on n'a pas ce recul. On n'a pas ce seuil qui nous permettrait de dire cela pour rassurer les gens. Le taux d'anticorps n'est pas quelque chose qu'on va considérer pour décider ou pas d'une vaccination. La première dose, un Pfizer, et puis je vais marquer le lot. Je vous laisse appuyer bien fort. Oui, merci. Les tests sérologiques disponibles aujourd'hui pour le public se concentrent sur les anticorps. Or, ceux-ci ne constituent qu'une partie de l'immunité. Explication. Lorsqu'un agent infectieux parvient à pénétrer dans notre organisme, il déclenche une réaction de défense immunitaire ciblée. Elle prend 2 formes simultanées et complémentaires, l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. L'immunité humorale active des cellules spécialisées, les lymphocytes B. Ils produisent des anticorps qui circulent dans le sang pour neutraliser directement l'agent infectieux. C'est en cherchant la présence de ces anticorps qu'on peut déterminer si une personne a bien été exposée à un virus donné. C'est le principe du test sérologique. L'immunité cellulaire active d'autres défenseurs, les lymphocytes T. Des tueurs qui vont détruire les cellules infectées par le virus. Cette immunité cellulaire joue probablement un rôle fondamental dans la protection contre le SARS-CoV-2. Mais elle est difficile à mesurer. Aucun test courant n'existe. Ils sont réservés à la recherche. Ce que l'on sait, c'est que le vaccin, comme la maladie, active les 2 formes d'immunité.
ces réponses sont complémentaires. La réponse cellulaire va soutenir la réponse humorale. Elles travaillent ensemble en synergie. Et on est en train de découvrir énormément. Il faut savoir que pour une personne qui a fait l'infection, on propose une dose de vaccin parce qu'on pense que ça va optimiser la réponse humorale, mais aussi cellulaire, et donc lui offrir la meilleure protection possible. Autre problème des tests sérologiques, leurs méthodes de calcul sont totalement divergentes. Les laboratoires se gardent bien de le mentionner et les clients se retrouvent devant des résultats opaques. À 2 mois d'intervalle, les anticorps de Geneviève semblent avoir presque doublé, mais elle avait changé de laboratoire. Dominique, elle, a un taux de 293, un chiffre qui peut sembler très élevé. Son labo n'hésite pas à le présenter comme une quasi-preuve d'immunité. Forte réponse immunitaire, immunité probable. Lorsqu'on reçoit le test sérologique, il y a un minima qui est annoncé pour l'immunité. Ouais, c'était 21,2, je crois, qui est le minimal. Et puis, avec les 293,8, je me suis dit, ben voilà, j'ai fait le calcul, ça fait à peu près 14 fois de plus d'anticorps que ce qui est le minimal attendu. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est de me dire, est-ce que je ne suis pas autant protégée finalement que quelqu'un qui est vacciné ? J'ai vacciné une patiente et puis en fait elle a besoin de l'attestation. Il y a eu un énorme développement de différents fabricants, il y a à peu près 300 tests différents et chaque test aura en fait des résultats dans des fourchettes en fait très différentes. Ça veut dire peut-être un test fait dans un labo, il faudra le multiplier par 33. Un autre test, il faudra le diviser par 10 ou 100 pour arriver à un résultat qui soit comparable entre 2 systèmes. L'OMS tente d'imposer des résultats standardisés. En attendant, ces dosages d'anticorps sont impossibles à interpréter. Pourtant, ils sèment la confusion. Dominique a pour l'instant renoncé à se faire vacciner. Elle n'en voit pas l'utilité et elle craint une réaction trop forte avec ce taux d'anticorps qui lui semble si élevé. Toute ma famille est vaccinée. Je ne suis pas une anti-vax. Simplement, je suis une personne qui réagit très fortement à tout ce qui est la médication. Et lorsqu'il faut prendre un médicament particulier, je prends le minimum de la dose, je fais le maximum de réaction. Donc c'est vrai qu'un vaccin, c'est pas anodin. Donc pour moi, je me suis dit, je ne veux pas prendre de risque d'avoir une réaction violente. Avec beaucoup d'anticorps, a-t-on, oui ou non, plus de risques de réagir fortement à l'injection ? C'est une question qu'on nous pose souvent, mais en fait, il n'y a pas de corrélation avec la réaction que la personne pourrait peut-être faire à la vaccination, parce qu'une partie des réactions sont dues aussi à la réponse cellulaire, qui n'est pas du tout dosée avec un test sérologique. Dominique hésite toujours. Je veux dire, j'essaie gentiment de m'y préparer mentalement. Je ne sais pas encore. Il faut que j'attende que l'entier entre mon corps et mon esprit soit OK pour que je puisse faire cette dose-là. Geneviève, elle, a reçu sa dose de vaccin. Mais elle a l'impression de ne pas avoir été suffisamment informée. J'aimerais qu'après quand même 1 an et demi, peut-être qu'on arrête un peu de prendre certains patients pour des enfants de 5 ans à qui on dit juste fais ci, fais ça, t'as été en contact, mais t'es pas immunisé. Franchement, ce qui m'a manqué, c'était le discours sur ce que c'est que l'immunité. Steve Pascolo, vous êtes immunologue à l'hôpital universitaire de Zurich. Vous êtes un spécialiste de l'ARN messager. On vient de voir dans le reportage des résultats de tests sérologiques un peu disparates, dont l'un où la personne voit ses anticorps qui montent. C'est possible que les anticorps se multiplient comme ça ? C'est peu probable, à moins que la personne ait été réexposée à la maladie ou vaccinée. Donc on voit dans le reportage qu'il y a un grand nombre de tests, que leur utilisation peut varier et leur interprétation aussi peut varier. Donc on voit que le résultat final est toujours un avis probable, jamais un certificat sûr. Donc ces tests ne permettent pas effectivement de faire des décisions concrètes pour la vaccination. Et est-ce qu'on pourrait imaginer mettre au point des tests qui mesurent l'immunité cellulaire en routine pour tout le monde comme ça ? L'immunité cellulaire, on la mesure au laboratoire. C'est encore plus compliqué que de mesurer l'immunité humorale. Donc les anticorps, on voit il y a une variabilité selon le test et selon le laboratoire. L'immunité cellulaire, c'est encore plus compliqué et donc il y a encore une plus grande variabilité. Donc je ne pense pas qu'on puisse développer des tests fiables pour mesurer l'immunité cellulaire contre SARS-CoV-2 et s'en servir de diagnostic. Est-ce qu'on est mieux protégé avec la maladie plus une injection qu'avec 2 injections du vaccin ?
Non, les deux protègent absolument efficacement contre les Covid et surtout contre les Covid sévères. Et l'immunité, est-ce qu'on sait maintenant combien de temps elle va durer, que ce soit après la maladie et une injection ou après 2 injections? Les anticorps diminuent, mais par contre les cellules mémoire B et T restent. Et donc elles peuvent très vite se réactiver, même après 1 an. Si vous avez moins d'anticorps, vos cellules B et T mémoire, elles sont présentes. Donc si le virus vous infecte, ces cellules mémoire vont très vite s'activer, refaire des anticorps et très vite neutraliser le virus. Donc vous risquez d'avoir des symptômes modérés du Covid, mais pas la maladie sévère, grâce à la réponse mémoire qui va se réactiver très vite. Donc, on pourrait imaginer qu'on n'ait pas besoin de se revacciner chaque année, qu'on ait cette réponse immunitaire qui reste en nous et qu'on soit couvert comme avec d'autres vaccins toute la vie. En fait. Oui, on peut imaginer pour la population générale qui aura été vaccinée ou exposée au virus, voire exposée, puis vaccinée, puis réexposée, qu'on aura tous une immunité qui va nous protéger contre les Covid sévères dans le futur. Et donc simplement avoir des Covid modérés, le SARS-CoV-2 continuera à circuler. Par contre, pour certaines populations fragiles, les gens sous traitement immunosuppressif par exemple, ou les personnes immunosupprimées, elles devront probablement encore dans le futur se vacciner contre SARS-CoV-2 pour éviter d'avoir des Covid sévères. Steve Pascolo, on se retrouve dans un petit moment. On continue avec les vaccins. Les réseaux sociaux ont amplifié les très rares cas d'allergie aux vaccins ARN messager. Ils ont fait la même chose avec les atteintes cardiaques, pourtant rarissimes. Un peu plus de 100 cas pour plus de 5 millions de vaccinés en Suisse. Résultat, les jeunes hommes se méfient. Pourtant, c'est bel et bien le virus qu'il faut redouter. Reportage Johanna Commange et Sophie Gabu. Une myocardite et une péricardite, c'est une inflammation du cœur ou de l'enveloppe du cœur pour la péricardite. Les causes sont généralement virales. Maintenant, comment ça se déclenche? Eh bien, généralement, le patient a un rhume, a une toux ou une gastroentérite. Et puis, quelques semaines après, il développe une myocardite ou une péricardite. Yann, 24 ans, a lui développé cette inflammation du cœur de manière moins anodine. 2 jours tout juste après sa 2e dose de vaccin à ARN messager, j'avais des fortes douleurs et puis ensuite c'est monté dans la tête, puis qui sont ensuite descendus dans ma mâchoire. Et puis j'avais vraiment de la peine à déglutir. Donc c'était à ce moment-là que j'ai commencé aussi un peu à me dire qu'il y avait quelque chose d'anormal. Yann est envoyé en urgence au CHUV. Après examen, la probabilité d'un infarctus est écartée et le diagnostic de myocardite est posé. Et sur le coup, ça m'a rassuré. Après, on m'a quand même dit que je resterais peut-être 2 semaines à l'hôpital. Donc là, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être n'importe quoi non plus. Le jeune sportif sera finalement hospitalisé 9 jours en soins continus de cardiologie. Son traitement, des anti-inflammatoires. Yann fait partie des rares cas de myocardite post-vaccinale. La myocardite post-vaccin est banale. Elle est généralement banale. On a des petites douleurs, on a un électrocardiogramme qui peut être perturbé avec des images de l'IRM qui peuvent être, ou en tout cas nous montrer qu'il y a une atteinte de la myocardite. Mais ça passe en général comme c'est venu, avec parfois des anti-inflammatoires ou des antidouleurs. Le risque de développer une inflammation du cœur après injection est de 12,6 cas pour 1 million de vaccinés dans la tranche d'âge des 12-39 ans, soit 0,0013%. C'est la conclusion d'une vaste étude américaine basée sur les données de 900 hôpitaux. Les chercheurs ont relevé une incidence de myocardite un peu plus élevée que ce qui est observé dans la population générale dans la même tranche d'âge. L'OMS a donc déclaré au mois d'août qu'il existe un lien probable entre injection et inflammation du cœur. Un effet secondaire connu d'ailleurs pour d'autres vaccins, comme celui de la grippe ou de l'hépatite B. Sans rentrer dans le débat anti-vax ou pro-vax, je comprends qu'il y ait des réticences, principalement chez les jeunes. Et moi, j'ai envie de leur dire qu'il faut être conscient qu'il y a des risques, comme n'importe quel vaccin, que les quelques jours qui suivent la 2e dose, je dirais qu'il ne faut pas faire des folies ou trop de sport ou des choses comme ça. C'est comme je le dis à mes juniors aussi au foot, ils se font vacciner peut-être
voilà, rester tranquille 1 ou 2 ou 3 jours après la vaccination. Il a raison. Si on va faire du sport, on va faire la fête, on peut avoir des effets secondaires de ces activités-là qui vont peut-être perturber aussi l'analyse de ses propres symptômes et on ne verra pas la différence. Donc d'être plutôt tranquille les 2-3 jours post-vaccin permettent peut-être d'être plus fin dans les symptômes qui peuvent apparaître. Une étude américaine a aussi indiqué que les patients atteints du Covid avaient 16 fois plus de risques de développer une myocardite que ceux n'ayant pas contracté le virus. 16 fois plus de risques, avec surtout des conséquences beaucoup plus graves lorsque le cœur s'enflamme après avoir attrapé la maladie qu'après la vaccination. Août 2020, le vaccin n'existe pas. Adams, 28 ans, attrape le Covid. 4 mois plus tard, et avec une charge virale toujours présente, j'ai commencé à avoir des douleurs en fait. J'avais vraiment des brûlures qui remontaient. C'était vraiment cette zone-là qui était irradiée, qui me brûlait. Et j'avais un peu mal à l'avant-bras en fait. Vraiment une douleur, pas musculaire, mais une douleur bizarre. Et ça allait un peu dans le bras. Et c'est à ce moment-là où je suis allé me faire contrôler. Adams se rend aux urgences du CHUV et il apprend qu'il a développé une myocardite. Et une fois qu'on vous explique que c'est le cœur, qu'il y a une inflammation, on se pose des questions. On se dit mais comment c'est possible? Pourquoi? D'abord on parlait peut-être de virus dans l'air, puis ensuite on m'expliquait que c'était dû au Covid. Bien sûr, j'ai eu super peur. J'étais même pas sûr de m'en sortir au final. La maladie Covid est beaucoup plus importante en termes de risque que la myocardite post-vaccin, puisque ça peut être long, c'est le Covid long, et il peut y avoir des atteintes qui sont plutôt à long terme avec des séquelles. Dans le cas d'Adams, le Covid n'a pas eu besoin d'être fort pour le terrasser. Quand j'ai eu le Covid, j'avais très peu de symptômes, des douleurs à la tête, mais rien de sérieux. Et du jour au lendemain, on m'explique qu'après une myocardite, je ne dois plus faire de sport pendant 3 mois, que je dois me reposer, faire attention. Le simple fait de monter des marches, j'étais essoufflé, fatigué, souvent sommeil, très peu d'appétit. Puis j'ai perdu une dizaine de kilos. Donc c'est sûr que c'était dur. Ça va bien? Ça se passe ou quoi? Tranquillement? Ouais, ça va, et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là, ça fait plaisir. Ouais, ça fait un moment. J'ai eu le Covid, un petit moment, et puis du coup j'ai eu des problèmes au cœur. Puis du coup mon endurance c'est plus comme avant. Adams, 11 mois après avoir contracté le Covid, s'efforce de retrouver sa forme d'ancien athlète. Il a échappé au pire. 30% des patients hospitalisés qui ont moins de 30 ans finissent aux soins intensifs. Et ça, il faut le savoir. Et on peut se protéger. C'est comme ça qu'il faudrait voir la vaccination. Mais c'est clair que c'est un pas qu'il faut faire. Et je comprends les réticences. Mais rationnellement, je pense qu'il faut le faire. Pauline Vetter, vous êtes virologue aux hôpitaux universitaires de Genève. Moderna n'est plus recommandé aux jeunes hommes de moins de 30 ans dans certains pays nordiques. C'est la Suède qui a initié cette réserve. Évidemment, du coup, il se pose plein de questions. Mais est-ce que le dosage en ARN messager du vaccin Moderna ou de celui de Pfizer, qui est un peu plus bas, peut expliquer des différences d'effets adverses de la vaccination? Alors, les vaccins à ARN messager qu'on a en Suisse sont extrêmement proches l'un de l'autre, mais ils ne sont pas 100% identiques. Et effectivement, on pourrait voir un profil d'effets secondaires peut-être un tout petit peu différent entre les deux. Les personnes qui ont eu ces effets indésirables se demandent aussi si c'est le signe qu'ils auraient une susceptibilité particulière au virus et que s'ils avaient été infectés, ils auraient peut-être fait un Covid très sévère et peut-être même ils auraient dû être hospitalisés. C'est possible ? Alors oui, c'est une très bonne question et c'est une question à laquelle la communauté scientifique aussi essaie de répondre. On voit que le coronavirus peut lui aussi faire des myocardites, dont certaines sont sévères. Et on peut tout à fait se poser la question de savoir si les gens qui ont été en contact avec la protéine spike unique contenue dans le vaccin auraient aussi fait une réaction au virus tout entier lui-même. Ouais, une super réaction. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent « Moi, je ne veux pas me faire vacciner parce que j'ai peur des effets à long terme du vaccin, des effets qui apparaîtraient plusieurs années après la vaccination ?» On a déjà aujourd'hui environ un peu plus d'1 an de recul.
et de suivi des premières personnes qui ont été vaccinées, on n'a pas vu et on n'a pas mis en évidence d'effets secondaires à long terme. On n'en attend pas non plus avec ce vaccin, mais c'est bien sûr des choses qui sont suivies par les différentes autorités de santé. Pauline Vetter, vous restez avec nous. Dans les maternités, une forte inquiétude monte face à l'augmentation des hospitalisations de femmes enceintes malades du Covid. Il faut dire que pour elles, la question de la vaccination n'a pas été simple à résoudre, prise entre les informations contradictoires et les errances de l'OFSP. Merci beaucoup. Rien. Tu veux un peu de sucre? Non, non, surtout. Merci. Avec ou sans? La décision pour le vaccin a été beaucoup plus difficile à prendre que pour le sucre. Ouais, ça commence à peser. Ouais. C'est lourd. Bon, ben toi, t'es déjà... Patricia et Elodie ont dû porter pendant plusieurs mois le poids de leurs interrogations sans être clairement guidées. Je suis allée voir mon médecin de famille, il me conseillait plutôt de me faire vacciner. Après, je suis allée voir un autre médecin, il me conseillait aussi. Mais mon gynécologue, lui, c'était pas encore tout à fait, donc il disait c'était mieux d'attendre. Il y a personne qui pouvait répondre de manière claire et définie, et puis on était toujours dans un flou. Mardi 14 septembre, le flou se dissipe. La Suisse recommande aux femmes enceintes de se faire vacciner dès la 12e semaine de grossesse. Plus besoin de prescription médicale et de consentement écrit, comme c'était le cas depuis le mois de mai. Pour les femmes enceintes, l'utilité de la vaccination l'emporte clairement sur les risques potentiels. Les données internationales désormais disponibles sur la vaccination de milliers de femmes enceintes montrent que le vaccin à ARN messager n'a pas d'effets secondaires graves. Malgré tout, la Suisse n'encourage pas les femmes à se vacciner durant leurs 3 premiers mois de grossesse. Au premier trimestre, spontanément, une femme sur 4 vivra malheureusement une fausse couche pendant sa vie, en dehors de toute vaccination. Et nous ne souhaitons pas qu'une patiente associe cette éventuelle fausse couche avec la prise du vaccin. Pour Patricia, la peur de la fausse couche est derrière elle. Mais une nouvelle crainte pour la santé de son bébé lui a succédé. Patricia a contracté le Covid en tout début de grossesse, avec des symptômes mineurs. 6 mois plus tard, la question de la vaccination se pose. Depuis 2 semaines, je pourrais me faire vacciner, mais j'ai pas envie parce que, étant donné que le bébé il était déjà positif, qu'il a des anticorps et moi aussi, je sais pas comment... moi, je vais supporter. Il y a des millions qui ont fait, mais comment le bébé va le supporter, on ne sait pas. L'ARN du vaccin ne passe pas la barrière placentaire. Donc il n'y a pas de passage du vaccin de la maman au bébé. La maman, lorsqu'elle va recevoir l'ARN messager, va ensuite générer des anticorps. Ces anticorps, eux, vont passer chez le bébé et ainsi le protéger à la naissance. L'ARN messager, lui, par contre, ne passera pas. Pour David Beau, dont le service dirige le registre international Covipreg, qui regroupe pour l'heure les données de 200 hôpitaux, le bénéfice-risque du vaccin ne fait pas l'ombre d'un doute. Une femme enceinte a 70% de plus de risque d'être infectée qu'une femme du même âge non enceinte. Le système immunitaire d'une femme enceinte abaisse sa vigilance parce qu'elle doit accepter un demi-corps étranger puisque la moitié de ses gènes viennent du papa. Et parce qu'il y a un abaissement de la vigilance du système immunitaire, elle est plus à risque d'être infectée par le Covid, mais par n'importe quelle maladie, par n'importe quelle infection pendant la grossesse. Et cette vulnérabilité peut faire pencher la balance risque à l'extrême. Sur des dizaines de milliers de femmes infectées, 5% d'entre elles seront admises aux soins intensifs, ce qui n'est pas négligeable. Il n'y a aucune maladie dans notre domaine, en médecine, qui poussera une jeune femme de 30 à 40 ans avec un risque de 5% d'être admise aux soins intensifs. Ce scénario catastrophe, Daphné l'a vécu en mars 2020. Enceinte, elle contracte le Covid malgré toutes ses précautions. À cette période, pas de vaccin disponible. À 31 semaines et 5 jours, Daphné doit être hospitalisée aux soins intensifs du CHUV.
Ils m'ont dit qu'il fallait prendre la décision d'une césarienne en urgence pour nous sauver dans les meilleures conditions. Et puis je leur ai dit, la première chose que j'ai dit après la césarienne, j'ai dit occupez-vous de lui, on aura le temps de se voir après. Donc ils l'ont porté. Tout s'est très bien passé. Et après ça, je me rappelle uniquement de quelqu'un qui me disait on va juste un petit peu vous endormir. Et voilà. Et là, j'étais plongée dans le coma artificiel, mise sur respirateur. Et de là, ils sont partis 14 jours aux soins intensifs. Le bébé de Daphné naît à 6 mois de grossesse. Ce risque de prématurité est 2 à 3 fois supérieur pour les bébés des femmes enceintes non vaccinées. Ce n'est pas le virus qui va induire l'accouchement prématuré, mais c'est le fait que la santé maternelle se dégrade extrêmement rapidement. Et puis pour pouvoir sauver la maman, on est obligé de procéder à un accouchement, la plupart du temps par césarienne. Et un bébé prématuré est donc un bébé beaucoup plus fragile, avec un risque, si cette fragilité s'exprime, d'avoir un certain nombre d'handicaps pour le reste de sa vie. Heureusement, Hayden n'a aucune séquelle. C'est un enfant très vivant. Il a échappé au pire. Malheureusement, on sait que le virus parfois peut atteindre le placenta et léser le placenta, ce qui va mener à une asphyxie du bébé qui peut mener malheureusement à sa mort. Et on sait que le Covid a augmenté de l'ordre de 2 à 3 fois le risque de mort in utero. Hayden et sa maman ont frôlé la mort. Pour Daphné, le vaccin n'est pas une question. Alors, si j'avais été enceinte aujourd'hui, comme je l'ai été à l'époque où j'ai attrapé la maladie, si le vaccin avait existé, oui, j'aurais fait le vaccin. Tant qu'on n'est pas au contact de quelqu'un qui a vécu ça vraiment de façon aussi importante et grave, on ne se rend pas compte. Oui. Pauline Vetter, la première maman du reportage qui a eu le Covid et qui est un peu en fin de grossesse maintenant et qui se demande si elle veut se faire vacciner ou pas, vous lui diriez quoi? Qu'on ne fait pas tous la même réponse immunitaire après un Covid et qu'effectivement, le fait de se faire vacciner, ça permettrait de rebooster un peu le système immunitaire et peut-être de protéger encore un peu plus le bébé en réaugmentant les anticorps qui passeraient vers le bébé. Et il n'y a pas de contre-indication médicale à se vacciner quand on est enceinte, même au premier trimestre? Alors, il n'y a pas de contre-indication, non. On a des données maintenant qui montrent que c'est sûr, qu'il n'y a pas de risque pour le bébé, qu'il n'y a pas de risque non plus sur la grossesse et le devenir de la grossesse. On conseille en Suisse de le faire à partir du 2e trimestre. Je crois que le docteur Beau l'a bien expliqué dans le reportage. On pourrait très bien le faire dans le premier trimestre. Mais il n'y a pas de contre-indication. On n'a pas vu, en tout cas, d'effets néfastes pendant le premier trimestre chez toutes les femmes qui avaient été vaccinées. Est-ce que les vaccins peuvent perturber le cycle menstruel? C'est une question qui revient beaucoup. C'est une possibilité, c'est comme d'autres vaccins que vous pouvez recevoir ou comme d'autres médicaments que vous pourriez prendre. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que ça arrive peut-être pendant un cycle et puis surtout qu'il n'y a pas de différence sur la fertilité après chez les femmes qui souhaitent être enceintes. Quand on regarde et quand on suit des femmes vaccinées et des femmes non vaccinées, on voit qu'il y a en fait autant de grossesses dans les deux groupes. Est-ce que c'est possible de réagir plus fortement après la dose de rappel de vaccin que ce qu'on a eu quand on a eu la maladie? Parce qu'il y en a qui décrivent un état d'épuisement après la vaccination, alors qu'ils sont relativement bien traversés la maladie. Alors, c'est des gens qui ont un système immunitaire qui ont bien répondu à la vaccination. C'est un signe qu'ils entraînent bien leur système immunitaire avec la vaccination. Voilà, habituellement, on sait qu'on peut être fatigué, peut-être avoir un peu de fièvre, des douleurs. Dans les jours qui suivent la vaccination, c'est beaucoup plus rare d'avoir des effets secondaires qui durent plus longtemps. Maintenant, est-ce que vous trouvez qu'on a sous-estimé les Covid longs? Je ne pense pas qu'on les ait sous-estimés. On a assez rapidement remarqué dans la communauté scientifique que parmi le nombre très important de personnes qui ont été infectées au même moment, certains gardaient des symptômes qui pouvaient durer plusieurs mois
Et il y a eu assez rapidement des programmes qui se sont mis en place pour suivre ces patients, pour essayer de les prendre le mieux en charge et puis pour essayer de comprendre aussi à quoi c'était dû, en fait. Il y a des maladies auto-immunes ou des syndromes comme le syndrome de fatigue chronique qu'on soupçonne d'être déclenchés sur un terrain favorable par une infection virale. Est-ce que les Covid longs pourraient répondre au même genre de mécanisme, en fait ? On ne connaît pas aujourd'hui encore la pathogénèse, c'est-à-dire le mécanisme qui va faire qu'on va garder des symptômes après avoir fait un Covid ou après avoir fait une autre infection virale. Et effectivement, on peut espérer que les moyens mis en place pour suivre ces personnes qui ont des symptômes qui persistent après le Covid puissent donner quelques éléments de réponse de quelque chose qui est probablement plurifactoriel. Pauline Vetter, merci pour ces explications. On a pensé que ce coronavirus était assez stable génétiquement, qu'il mutait peu. On s'est trompé. On espérait aussi, en se basant sur les pandémies passées, qu'il deviendrait de moins en moins virulent avec le temps. Ce n'est pas vraiment ce qu'on observe. Le problème, c'est que le réservoir humain est énorme. C'est un gigantesque chaudron biologique planétaire de mutations et de variations qui bouillonnent sous nos yeux. C'est pour cette raison que l'OMS insiste tellement sur l'importance de vacciner rapidement la population mondiale. Plus le virus circule, plus la probabilité de voir un super monstre émerger et faire des dégâts est importante. C'est tout un réseau mondial de scientifiques coordonné par l'OMS qui surveille l'évolution de ce coronavirus. Des mutations inquiétantes pourraient augmenter la contagiosité, réduire l'efficacité de l'immunité ou encore aggraver la sévérité de la maladie. Pour l'instant, aucun variant ne fait mine de supplanter Delta, qui a émergé en Inde. Il représente aujourd'hui plus de 90% des cas de Covid-19 dans le monde. Il a dominé Alpha, Beta, Gamma et même le variant Mu, découvert en Colombie et qui avait créé beaucoup d'inquiétudes, mais qui finalement ne semble pas pouvoir s'imposer face au bulldozer Delta. Margaret Harris est médecin spécialiste en santé publique à l'OMS. Quelles sont les régions qui sont les plus à risque de voir des super variants dangereux émerger ? C'est quelque chose qui peut se produire partout où vous avez une grande épidémie, où il y a un grand nombre de personnes qui sont très malades pendant une longue période. Donc, partout où nous laissons la transmission s'emballer, le virus a la possibilité de changer et de s'adapter pour être plus efficace. Les coronavirus infectent les cellules. Ils les pénètrent grâce à leur spicule, la fameuse protéine Spike. Ils s'approprient alors le dispositif qui sert à la multiplication de nos cellules pour effectuer leur propre réplication. Au cours de ce processus, des erreurs de copie surviennent. La plupart du temps, elles sont sans conséquence pour le virus, ou alors elles le rendent inopérant. Et parfois, une combinaison rend le virus plus virulent, c'est-à-dire plus dangereux, parfois même mortel. Ou alors, il devient plus contagieux. Cette loterie de mutations permanentes se produit des milliards de fois chaque seconde dans le monde, jusqu'à ce que le hasard fasse sortir une combinaison gagnante. L'autre chose qui nous préoccupe vraiment, c'est est-ce que ces virus peuvent échapper à nos vaccins? Peuvent-ils échapper aux anticorps que nous créons avec les vaccins? C'est ce que nous surveillons de très près. Le pire scénario serait un virus très contagieux, mais également capable d'échapper aux vaccins. Et qu'est-ce qui se passe si deux variants différents se croisent dans le même organisme ? Alors ça, c'est un scénario qui se produit également régulièrement quand plusieurs variants coexistent. Ce qui serait redoutable, c'est qu'un variant très virulent ou qui échappe au vaccin, comme le Mu par exemple, croise dans une même cellule un variant qui se répand très efficacement, comme le Delta. S'il s'échange du matériel génétique dans cette grande loterie et donne naissance à un variant qui cumule les deux, plus contagieux et plus virulent, ça risque de très mal se passer pour l'humanité. Mais il pourrait arriver une mutation qui soit très dangereuse pour les enfants et plus du tout pour les adultes ?
Ce virus est capable de tout. Vous savez, nous avons vu avec le virus initial que généralement les enfants, parce qu'ils ont un système immunitaire immature, ne semblent pas réagir de la même manière que les adultes. Mais ce virus a le potentiel de changer. C'est pourquoi nous devons tout faire pour arrêter la transmission. Marie-Hélène Pérez est chef des soins intensifs de pédiatrie au CHUV. Pour vous, ce serait une très mauvaise nouvelle que l'OMS détecte un variant qui attaque les enfants? On espère tous que ça n'arrivera pas. Mais vous savez tous que la probabilité existe. La probabilité existe, effectivement, et ça nous inquiète. On vit déjà une période assez compliquée avec une pénurie de soignants. Les équipes sont fatiguées. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que si on a un afflux massif d'enfants, ce sera difficile de demander à des soignants qui s'occupent habituellement de grands patients, d'adultes, de venir s'occuper de petits enfants, et ceux d'autant plus qui sont aux soins intensifs ou qui sont vraiment très petits. Steve Pascolo, si ce scénario se réalisait et qu'on avait un cousin diabolique du Delta actuel qui s'attaque aux enfants, en combien de temps est-ce qu'on pourrait créer une riposte, créer un vaccin? En moins de 2 mois. Donc ça va très vite de faire de l'ARN messager, de l'adapter. Donc en moins de 2 mois, avec les nouvelles infrastructures que les biotech ont développées maintenant, on pourra produire en grande quantité des vaccins adaptés à un éventuel variant. Qu'est-ce que vous pensez de la 3e dose? Est-ce qu'il faut faire une 3e dose de ce vaccin-là ou est-ce qu'il vaut mieux attendre qu'il y ait des nouveaux variants et faire des doses d'adaptation? Il n'y a pas de pénurie de doses, donc je pense que oui, en Suisse, il faut offrir cette 3e dose aux personnes qui la veulent avant l'hiver. De nombreuses personnes qui ont été vaccinées en janvier-février en Suisse veulent cette 3e dose, donc je pense qu'il faut effectivement offrir cette 3e dose aux personnes qui la souhaitent. On ferait bien mieux aussi de vacciner rapidement le reste de la planète. Il y a des pays qui les attendent, ces vaccins. Et est-ce qu'on pourrait faire un vaccin multi-ARN qui nous protégerait en fait et qui couperait la chique à ces nouveaux variants et qui ressemblerait à l'immunité qu'on a quand on a une infection naturelle? C'est la grande force de l'ARN messager synthétique. Vous pouvez combiner plusieurs ARN messagers synthétiques qui vont coder pour plusieurs protéines et à ce moment-là offrir effectivement des vaccins multivalents qui vont induire une immunité contre plusieurs protéines de SARS-CoV-2 ou même des protéines d'autres virus, comme de virus de la grippe, de manière à ce qu'avec une seule injection qui contient plusieurs ARN messagers, vous soyez protégé contre plusieurs virus. Est-ce que c'est possible que les personnes vaccinées ou immunisées favorisent ces mutations? C'est pas impossible, mais effectivement, donc si ça doit arriver, ça peut arriver aussi par les infections et les réinfections qui vont orienter le virus pour échapper à la réponse immunitaire. Le pire n'est jamais sûr. Pour l'instant, donc, les quelques variants qui existent sont reconnus par les anticorps induits par les vaccins. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Le seul point positif de cette pandémie, c'est que ça a mis en lumière le potentiel de cet ARN messager sur lequel vous travaillez depuis plus de 20 ans. Oui, et l'ARN messager peut être utilisé, comme on le voit, pour faire des vaccins sûrs et efficaces contre les agents infectieux, mais aussi contre le cancer, aussi contre les allergies. L'ARN messager synthétique peut aussi être utilisé comme thérapie contre pratiquement, en théorie, toutes les maladies. Donc ça apporte un grand espoir pour la population et pour les patients. Steve Pascolo, merci beaucoup et à bientôt. Alors, dans la boîte à outils médicale, pour tenter de maîtriser cette pandémie, il y a aussi les traitements. Depuis le début, ils ont été l'objet d'espoir et de folles controverses parce qu'on a très vite compris que les vaccins seuls ne suffiraient pas à nous sortir de là. Confrontés à un virus inconnu, les chercheurs ont testé à tour de bras des molécules déjà existantes, avec une obsession, gagner du temps. Certains essais apparaissent bâclés, comme ceux de Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine. Vous êtes sûr de ça? Non mais écoutez, vous rigolez. L'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde. Pourtant, en Suisse aussi, on a donné de l'hydroxychloroquine aux patients hospitalisés. On l'a donné à un tiers des patients, peut-être. On est en train de faire face à une maladie pour laquelle il y a quand même un taux de complications assez élevé avec des patients en soins intensifs. On essaye d'apprendre avec notre expérience. 16 hôpitaux suisses ont participé à l'étude Solidarity de l'OMS qui testait 4 médicaments sur des malades. Mais ils ont tous été recalés. Qu'importe, les polémiques s'enchaînent, comme récemment sur l'ivermectine, un antiparasitaire que certains avalent à dose vétérinaire.
Après des intoxications graves, la très sérieuse Agence américaine du médicament a dû se fendre d'un tweet plutôt inattendu. Vous n'êtes ni un cheval ni une vache. Sérieusement, vous tous, arrêtez. Pourtant, la recherche progresse. Donald Trump a par exemple été soigné avec des anticorps de synthèse, un traitement si prometteur que la Suisse en a acheté 3000 doses. Alain Orange, vous êtes journaliste à la rédaction de 36.9. Vous avez suivi la question des traitements depuis le début de cette pandémie. Il y a eu beaucoup d'espoir et surtout beaucoup de déceptions. On ne va pas aborder la question des prix indécents pratiqués par les fabricants parce que c'est un autre chapitre. Mais en revanche, est-ce qu'on a fait des progrès sur le front des médicaments ? En tout cas, on a compris une chose fondamentale, c'est qu'il y a 2 phases distinctes dans cette maladie et que chaque phase nécessite un traitement spécifique. Par exemple, les antiviraux, on sait qu'il faut les donner maintenant très tôt, on dit dans les 5 jours après l'apparition des premiers symptômes. C'est la première phase, quand le virus se réplique à toute vitesse dans l'organisme, et les antiviraux vont justement bloquer cette réplication. Et puis, il y a possiblement une deuxième phase que tout le monde redoute, c'est une réaction très violente de l'organisme qui cherche à se défendre, ce qu'on appelle la cascade inflammatoire, qui peut mener à l'hôpital, voire au décès, alors même que le virus a pratiquement disparu de l'organisme. Donc à ce stade-là, ça ne sert plus à rien de donner des antiviraux, il faut vraiment se concentrer sur le traitement de l'inflammation. Et puis les antiviraux qu'on a, ils ne fonctionnaient pas très bien. Est-ce qu'on a fait des progrès sur ce front-là, sur la première phase de la maladie ? Oui, on parle beaucoup en ce moment des anticorps monoclonaux, parce que c'est ce qu'a reçu Donald Trump l'an dernier, des anticorps de synthèse qu'on fabrique en laboratoire, et on va les injecter à des personnes qui sont fragiles ou qui ont une immunité déficiente, suite par exemple à une chimiothérapie pour un cancer, ou parce qu'elles ont une greffe et qu'elles doivent prendre des immunosuppresseurs. Et on a remarqué quand même que ça réduit de 70%, si c'est pris à temps, le risque de se retrouver à l'hôpital. Donc c'est quand même très intéressant. Il faut malgré tout aller à l'hôpital, mais de manière beaucoup plus ponctuelle pour recevoir ce traitement qui se donne par intraveineuse plusieurs jours de suite. C'est sûr que ce n'est pas très pratique de se faire poser une perfusion à l'hôpital. On ne peut pas espérer trouver une voie orale, par exemple, pour administrer ces anticorps monoclonaux ? Bien sûr, c'est clairement ce que tout le monde attend. C'est le comprimé à avaler qu'on prend tranquillement chez soi dans les premiers jours de la maladie. Et là, il y a un nom qui retient toute l'attention, c'est le molnupiravir. On a remarqué là aussi que donné à temps, il réduit de moitié le risque d'être hospitalisé et qu'il évite la mortalité. Les gens ne meurent pas quand on leur donne ça. Mais c'est un traitement cher, donc on ne pourra pas le donner à tout le monde. Il sera réservé aux personnes à risque. Il va arriver ensuite dans quelques mois, d'ici le début de l'an prochain. Et puis pour les personnes qui sont hospitalisées et qui vont très mal, est-ce qu'on a progressé dans les traitements ? On a vu qu'il y a de moins en moins de morts dans nos hôpitaux en Suisse. Oui, là aussi, il y a des signes encourageants. On a appris à bien mieux utiliser ce qu'on appelle les immunomodulateurs qui permettent de calmer le système immunitaire et d'éviter ce fameux emballement, cette cascade inflammatoire si dangereuse. On donne maintenant couramment dans les hôpitaux suisses ce qu'on appelle de la dexaméthasone. C'est un dérivé de la cortisone et qu'on combine avec un autre anti-inflammatoire. L'OMS est en train de lancer une grande étude pour étudier ces combinaisons de dexaméthasone avec divers autres anti-inflammatoires. C'est dans 600 hôpitaux à travers le monde, 10 hôpitaux en Suisse et ça débute maintenant, c'est très prometteur. Et puis le vaccin en spray nasal ? Ça existe déjà par exemple pour la grippe. Là, l'idée, elle est simple et ingénieuse, c'est qu'on va essayer de susciter une réponse immunitaire directement dans les muqueuses du nez, dans la gorge, pour stopper le virus avant même, au fond, qu'il ne pénètre vraiment dans l'organisme pour faire des dégâts. Alors, évidemment, ça semble très pratique pour les phobiques de la seringue, mais il ne faut pas qu'ils se réjouissent trop vite parce que c'est un traitement qui est encore assez en phase expérimentale, on va dire. Et puis surtout, ce n'est pas destiné à remplacer les injections, malheureusement, pour les phobiques, mais uniquement en complément. Alain Orange, merci pour ces explications. C'est sur ce chapitre des médicaments que cette édition s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à bientôt.